Préparons demain, c'est le nouveau podcast grand angle sur l'efficacité énergétique et la décarbonation. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Préparons demain dédié au covoiturage. Le covoiturage est un levier essentiel face aux enjeux de sobriété énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ses bienfaits sur l'environnement, la qualité de l'air, le pouvoir d'achat ou encore le lien social ne sont plus à prouver. Le réel défi aujourd'hui, c'est d'accélérer son développement et en particulier sur les trajets courte distance. En 2019, l'entrée en vigueur de la loi d'orientation mobilité, dite LOM, a posé un cadre juridique avec pour objectif de promouvoir et de favoriser la pratique du covoiturage du quotidien. Plus récemment, le gouvernement a annoncé un plan national du covoiturage du quotidien. Prenant la suite d'un premier plan qui avait été annoncé en 2019, il mobilise 150 millions d'euros pour massifier le recours au covoiturage courte distance. Pour échanger sur ce sujet, on reçoit aujourd'hui à notre micro deux expertes, Marie Marthez, CEO de La Rouverte, opérateur de covoiturage domicile-travail, et Chloé Noual, directrice stratégie de Certinergie et Solutions, entreprise spécialisée dans la fourniture d'économies d'énergie. Bonjour Marie, bonjour Chloé, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonjour Dorine. Du coup, pour commencer et poser un peu de contexte, est-ce que l'une de vous peut nous dresser l'état des lieux aujourd'hui de la pratique du covoiturage en France et peut-être nous donner quelques chiffres clés? Si tu veux Marie, je vais commencer avec quelques chiffres clés avant que tu donnes, un point de vue, d'opérateur, qui a près de 15 ans, d'expérience dans le covoiturage en France. Mais si on prend quelques chiffres clés, du covoiturage, aujourd'hui, ce que l'État nous dit, c'est qu'il y a à peu près, 8 trajets sur 10 au quotidien qui sont faits par des personnes en voiture qui sont seules dans leur voiture. Donc, ça veut dire qu'il y a assez peu, de, covoiturage. Alors que pourtant la voiture reste, le mode de transport le plus, répandu pour les trajets du quotidien et notamment pour les trajets domicile-travail et l'État nous partage des chiffres, comme quoi le covoiturage organisé par des plateformes représente moins de 1 des trajets quotidiens effectués en covoiturage. Donc on a probablement encore, des marques de covoiturage, plutôt, on va dire spontanées avec des personnes qu'on connaît, avec lesquelles on covoiture, peut-être plus facilement. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, déjà sur ce chiffre que tu donnes, sur, voilà 8 personnes sur 10 qui sont autosolistes dans les trajets du quotidien. Finalement, c'est vrai que, c'est un chiffre qui n'a pas tant évolué, depuis qu'on exerce, hein. Nous, on est opérateur de covoiturage depuis 2007 et on avait déjà des chiffres, voilà, qui ressemblaient à ça. Donc il y a une marge de progression, il y a un enjeu et c'est en lien, je pense avec, ce qu'on voit, comme tendance, ces dernières années. C'est vrai qu'on voit des phases en fait, hein, de développement, du covoiturage. Quand nous on a commencé, c'était vers, 2006-2007. On est né en même temps que Blablacar, hein, qui s'appelait, covoiturage.fr à l'époque. Le covoiturage, se jouait uniquement, on va dire entre personnes qui s'arrangeaient parce qu'elles se connaissaient ou, dans la même entreprise, s'étaient repérées comme voisins et cetera. Donc c'était des pratiques très informelles et qui était aussi, «facilitée» entre guillemets par l'organisation même du travail. Parce qu'à l'époque, en fait, on avait des horaires qui étaient moins flexibles. C'est-à-dire qu'en 15 ans, il y a eu une flexibilisation du travail, qui fait qu'en général, les gens savent à peu près quand est-ce qu'ils vont partir, mais le soir, c'est plus compliqué de partir à heure fixe. Donc à cette époque, on va dire qu'il y avait voilà, il y avait moins cette flexibilité du travail. Les outils digitaux, n'existaient pas encore, hein. Internet, venait tout juste de naître, hein. Il y avait pas de smartphone, je le rappelle. J'ai connu cette époque. Donc on était sur une pratique très informelle et qui n'était pas facilitée, ni par l'État, ni par des outils digitaux. Et en fait, à l'époque, il y avait quelques associations qui facilitaient le covoiturage, mais c'était genre allez stop, il fallait téléphoner une association, voilà, qui tenait des fichiers. On a vu une évolution déjà, qui est arrivée avec, voilà, l'explosion d'internet, avec donc une multiplication des sites de covoiturage qui ont fait que les gens avaient plus de facilité à se mettre en relation. Et pour autant, la part modale du covoiturage quotidien, elle a pas nécessairement beaucoup évalué. Ce qui a explosé pendant cette période, c'est le covoiturage longue distance avec Blablacar, mais pas le covoiturage du quotidien.
Donc, on peut se dire, bah tiens, qu'est-ce qui fait la différence? Bah, finalement, c'est la proposition de valeur, c'est-à-dire que on peut plus facilement trouver un modèle économique pérenne avec les trajets de longue distance, parce qu'il est possible de poser une commission, voilà, d'un montant, qui suffit à couvrir, les frais de l'opérateur, en faisant du volume. Ce qui n'a pas été possible sur les trajets du quotidien qui sont de plus courte distance, sur lesquels c'est plus compliqué de mettre des commissions, sur lequel voilà, si on met des commissions, bah, les gens vont s'entendre entre eux et puis après basculer sur WhatsApp, ils vont plus avoir besoin d'un outil. Donc c'est drôle parce qu'on a tendance à entendre des fois dans certains discours une comparaison, entre, justement la réussite de Blablacar sur un modèle, pur privé, sur lequel il y a pas eu besoin d'intervention publique, avec des gens qui avaient tendance à penser que ça pourrait se reproduire comme ça sur le covoiturage du quotidien. C'est un petit peu, ce que la force publique, regardait, on va dire, dans ces années où Blablacar s'est mis à réussir. Et puis je pense que maintenant, depuis quelques années, on est dans une période où voilà, les pouvoirs publics ont compris que ça n'arriverait pas. Et c'est là qu'on voit, se développer toute une panoplie, d'interventions publiques pour massifier le covoiturage. Voilà ce que je peux en dire. Alors, ça commence quand même, hein, quand on dit 2-3 ans, c'est quand même au tout début, on sort d'une pandémie. Donc c'est vrai que la question de, est-ce que cette intervention publique va vraiment, réussir à faire baisser, la part modale de l'autosolisme sur les trajets du quotidien? Elle est encore ouverte, hein, de mon point de vue, c'est à voir. Et du coup, tu en as un petit peu parlé Marie, mais on parle de plusieurs manières de covoiturer. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur ces différents types de covoiturage? Tu as parlé de covoiturage du quotidien, qu'est-ce que ça signifie, concrètement? Ouais, bien sûr. Alors, on les distingue, les covoiturages, en fonction surtout de l'objet, du déplacement. Parce que quand l'objet du déplacement n'est pas le même, eh bien, derrière les attentes, des personnes et les contraintes qu'elles sont prêtes à «subir» entre guillemets, ne sont pas les mêmes. Si vous englobez toute la pratique de la voiture partagée sous le mot covoiturage, c'est un peu un mot valise dans lequel, c'est comme si vous parliez du train en général en disant que le TGV, c'est la même chose que les TER. Non, c'est pas la même chose du tout que les TER. Le TGV, en majorité, les gens l'utilisent pour le loisir, donc s'il manque leur TGV, bon, ça peut être ennuyeux, mais c'est pas de la même portée que de perdre son travail parce qu'on n'y est pas arrivé. C'est aussi pas les mêmes modèles économiques. Le TGV, c'est un peu comme le covoiturage, le TGV n'est pas subventionné. Enfin, maintenant, il y a un modèle économique, qui n'a pas besoin de l'intervention de la force publique. En revanche, si on oublie les infrastructures, hein, si on parle juste, de la branche, SNCF Voyageurs, hem, mais en revanche, sur le TER, il n'en est rien. Il y a besoin d'un énorme financement, public, parce que de toute façon, il est établi que jamais, le remplissage et les revenus, issus de la vente de tickets, pourront financer, complètement, les coûts, du TER. Ben, dans le covoiturage, c'est un peu pareil. C'est pas les mêmes populations, c'est pas les mêmes attentes, c'est pas les mêmes modèles économiques. Les gens se posaient souvent la question de: «Mais alors pourquoi les gens n'utilisent pas Blablacar pour aller au travail?» Mais c'est une série de contraintes. C'est OK pour un week-end de temps en temps, mais c'est pas OK tous les matins et tous les soirs. Parce que je rappelle que du coup, il faut publier une annonce, il faut négocier les lieux de rendez-vous, il faut payer en ligne, il faut réserver pour le soir. Vous imaginez si vous faites ça matin et soir? Donc évidemment non, parce que dans les trajets du quotidien, enfin moi nous on connaît surtout le domicile travail ou le domicile études, mais on se voit mal, voilà, faire cet effort-là et le matin et le soir et être interrompu dans la journée par des notifications parce que, bah, il faut répondre, à la personne. Donc non, les gens n'ont pas utilisé, Blablacar, pour les trajets du quotidien. Finalement, le processus pour covoiturer imposait des contraintes qui n'étaient pas prêts à engager au quotidien. Voilà, donc c'est Marie, je me surtout une je me question d'attente. Ouais. Marie, je me permets juste, de te couper, mais je pense que, ce qui peut être intéressant pour les auditeurs, c'est, là, on parle de covoiturage du quotidien, on a toutes les 2 un biais, on parle de covoiturage Mmh. domicile-travail. Est-ce que le covoiturage du quotidien, c'est uniquement le covoiturage domicile-travail ou est-ce que c'est plus large que ça? Parce que, je pense Mmh. que toi et moi, on a la réponse, mais les personnes qui nous écoutent, pas forcément et c'est vrai que, le quotidien des Français, c'est pas que le travail. Oui, absolument. Alors, c'est vrai que dans le covoiturage du quotidien, ensuite, bah, c'est pareil, il y a beaucoup de pratiques, ça renvoie à beaucoup de pratiques. Si on prend quand la voilà, en tout cas la part,
L'objet des déplacements qui prend beaucoup de place, c'est domicile-travail, domicile-études. Mais évidemment, après, on va retrouver d'autres besoins, comme celui d'aller faire ses courses, comme celui d'aller chez le médecin. On en parle beaucoup sous la forme du covoiturage solidaire, notamment dans les milieux peu denses, parce que là où il n'y a pas de transport en commun, des populations qui n'ont pas de voiture n'ont pas accès à certains services et parfois même pas accès à l'emploi. Donc c'est vrai alors là, après, il y a une panoplie de problématiques différentes et qu'on peut aussi pas adresser avec les mêmes projets ou les mêmes outils. C'est pas la même chose de cibler les personnes qui vont au travail. On sait qu'elles partent le matin, on sait qu'elles rentrent le soir. Bon, en majorité, hein, bien sûr, il y a des gens qui sont en horaire décalé. Par exemple, une personne âgée qui a besoin d'aller chez le médecin, mais qui va pas passer la journée chez le médecin, donc qui a besoin d'être emmenée et de revenir. Et ça, on peut pas l'adresser avec les mêmes, on va dire, fonctionnalités, les mêmes arguments, le même fonctionnement que le covoiturage domicile-travail. Après, on peut le prendre sous l'angle de la définition légale du covoiturage, qui est assez simple, hein, si je la résume. La définition légale, c'est un conducteur qui a choisi d'aller quelque part, par opposition à ses passagers qui commanderaient d'aller quelque part. Et là, on est dans le champ du taxi, du transport de personnes. Donc, un des points structurants de la définition, c'est que le conducteur avait prévu de faire le trajet pour son propre compte et prend quelqu'un dans sa voiture. Et un autre point structurant, c'est qu'il y a un partage des frais. Voilà, qui ne dépasse pas une certaine somme, parce que sinon, on rentre dans du revenu, et donc dans le champ des transports de personnes. On peut le faire, mais c'est un métier réglementé. Donc voilà, sinon ça s'appelle être taxi au noir. Donc il y a cette définition qui finalement rend le champ des possibles très large. Et puis à l'intérieur de ça, il y a des besoins sur ces courts trajets ne sont pas les mêmes, et il faut être très attentif justement à ça quand on met en place un projet, parce que ça ne suffit pas de dire effectivement on met en place un projet pour le covoiturage du quotidien. Ça vaut le coup de vraiment s'intéresser à qui on s'adresse, sinon il y a toutes les chances que le service qu'on propose ne soit pas satisfaisant et en fait n'aide pas les gens à se déplacer. OK, donc grossièrement, pour les personnes qui nous écoutent, on pourrait dire qu'il y a le covoiturage longue distance, que le covoiturage courte distance, et il y a des covoiturages du quotidien en fonction, des quotidiens dont on parle, ou en tout cas des trajets du quotidien et des personnes qu'on va viser. Est-ce que ça, ce serait, Ouais, c'est une ça. manière de nuancer un peu le propos? C'est ça, ouais. Et du coup, tout à l'heure, Marie, tu parlais de la solution proposée par, Blablacar en disant que c'était pas forcément une solution qui était adaptée à des trajets du quotidien. Mais du coup, quelles sont-elles aujourd'hui ces solutions qui peuvent être adaptées notamment à des trajets domicile-travail? Ce qu'ont mis en place les opérateurs, ils ont tous fait des choses en lien avec un rééquilibrage de la proposition de valeur. La proposition de valeur, ça veut dire que la balance des bénéfices et des coûts qui détermine nos choix. Quand on fait le choix d'acheter quelque chose ou d'utiliser quelque chose, hein, on fait le bénéfice automatiquement dans notre tête. On fait cette balance. Est-ce que j'ai plus à y gagner qu'à y perdre? Mais ça peut se jouer jusqu'à quand vous achetez un gâteau. Le bénéfice, c'est que le gâteau, c'est bon. Ce que vous avez à perdre, c'est éventuellement votre ligne. Donc, vous voyez un petit peu qu'il n'y a pas que cette notion d'argent dedans. Donc, le constat que je pense ont fait tous les opérateurs, c'est qu'au quotidien, les gens avaient besoin d'une fluidité de l'organisation du covoiturage. Donc c'est là où on voit plutôt, au lieu de mettre une annonce tous les jours, des gens qui font des plannings, par exemple. C'est une manière de ne pas avoir à aller à l'app tous les jours pour mettre son annonce. Et puis, il y a aussi des choses de l'ordre pour lever certains freins qui sont de l'ordre de l'incitatif ou de la garantie. Il y a un des freins qui a été établi, alors il faudrait voir s'il est vrai maintenant avec le prix de l'essence, mais en tout cas il était vrai voilà, il y a 3-4 ans, qui était que ce qu'attendaient les conducteurs du covoiturage comme revenu était supérieur à ce que voulaient bien payer les passagers. Donc on imagine bien que là, il y a une équation qui fonctionne pas, parce que du coup, pour les conducteurs, ils vont se dire: «Ben non, mais moi je vais pas covoiturer vu ce que ça rapporte, pour la contrainte que ça met, pas intéressant». Donc c'est là où la force publique peut venir en fait, rééquilibrer, pourquoi pas en donnant une indemnité aux conducteurs qui covoiturent pour compenser le fait que le passager ne paye pas beaucoup, par exemple.
Il y a aussi la notion de garantie, un des freins identifiés pour les passagers. Si vous prenez Blablacar et que le covoitureur ne vient pas, bah, tant pis pour vous, en fait. Il faut trouver vous-même un autre moyen de transport. Sauf que ça, bah, pour les trajets du quotidien, en tout cas domicile-travail et peut-être aussi les rendez-vous médicaux qu'on a pris depuis 6 mois, c'est pas acceptable en fait. On a besoin de plus de certitude que ça. Donc, on voit les opérateurs qui se mettent à mettre en place des garanties où s'il y a voilà, un manque de conducteur ou une défection du conducteur, eh bien, il y a un taxi qui est envoyé et qui peut être payé aussi par la collectivité qui a fait ce choix-là. Donc, vous voyez, c'est vraiment un ensemble on va dire, de mesures ou de fonctionnalités, mais pas que, hein, il y a aussi du service là-dedans, que les opérateurs déploient pour rééquilibrer la proposition de valeur du covoiturage et donc en diminuer les contraintes d'organisation, de pas assez de rémunération et pour remonter les avantages. Ce qui est difficile en plus dans cet exercice-là, c'est que le covoiturage, c'est ce qu'on appelle une marketplace. C'est-à-dire que vous avez les conducteurs et vous avez les passagers. Si vous en manque un des deux, le système ne marche plus. Or, ils n'ont pas les mêmes attentes. Donc, ça veut dire que ce travail sur les avantages et réduire les inconvénients, il faut le jouer des deux côtés. Parce que sinon, bah, si vous travaillez que les avantages aux conducteurs et que vous avez oublié au passage d'améliorer la proposition de valeur pour les passagers, vous allez faire covoiturer personne. Voilà. Et si vous avez bichonné le côté passager et que les conducteurs, vous avez un peu ignoré ce qui leur déplaît, ben, vous aurez que de la demande et vous n'aurez pas d'offre. C'est ça qui est délicat. Et d'ailleurs, donc par rapport à ce que tu dis, Marie, ce qui est intéressant, c'est que, bah, pour aider, les opérateurs à développer, des solutions avec plus de services pour, inciter au covoiturage du quotidien, l'État a notamment, soutenu, des programmes C2E qui, visaient à inciter à mettre en place des lignes de covoiturage. Donc, en ce qui nous concerne, nous, c'est-à-dire La Rouverte et Certinergie Solutions, on est coporteurs d'un programme qui s'appelle À Côté, qui vise à accompagner les collectivités à co-construire et expérimenter des lignes de covoiturage. Donc, je te laisserai présenter, le modèle, ligne de covoiturage, de La Rouverte. Mais, en gros, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, aujourd'hui, pour inciter à développer le covoiturage sur du domicile-travail, les opérateurs ont essayé de mettre en place des modèles avec plus de services permettant en fait aux conducteurs et aux passagers de passer au covoiturage, de quitter leur voiture individuelle, tout en ayant un certain nombre de garanties. C'est ce que tu disais Marie, hein, les garanties, c'est extrêmement important parce que, à la rigueur, si vous n'arrivez pas au travail, bon, ça peut déjà commencer à poser des problèmes. Mais si vous ne rentrez pas du travail, vous allez être, vraiment, un peu dans les ennuis. Donc, l'idée Votre avec les nounou lignes de va vous quitter. la nounou ou l'enfant qui vous attendra ou bon, peu importe, ou même si vous n'avez pas, la possibilité de rentrer chez vous, en général, personne ne rêve de dormir au travail. Du coup, les lignes de covoiturage, ça peut être l'une des solutions, pour les trajets, domicile-travail. Nous, c'est l'une des solutions dans le programme, qu'on présente et qu'on met en avant, hein, particulièrement. Du coup, une ligne de covoiturage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme si c'était une ligne de bus. Vous avez des arrêts et vous avez des voitures qui passent à ces arrêts prendre des passagers. Et La Rouverte, donc dans le modèle de ligne de covoiturage Illikov, qu'ils ont développé, propose un certain nombre de services associés, que je vais te laisser présenter Marie, parce que tu le présenteras bien mieux que moi. Oui, absolument. Donc, comme tu l'as dit, la ligne de covoiturage, c'est un mix entre le covoiturage et le bus, hein. Il y a des arrêts fixes qu'ils ont positionnés, des passagers qui se présentent, qui sont en fait des points de rendez-vous et de dépose, des passagers qui se présentent à ces points de rencontre, et puis des conducteurs qui passent et qui les prennent à l'arrêt et qui les déposent à un autre arrêt. Ça, c'est le grand principe chapeau. Et sur ce modèle-là, on peut mettre une panoplie d'avantages. Donc, nous, le parti pris, enfin, ce qu'on a proposé dans le programme dont on a été lauréat, était basé sur, on va dire, plusieurs constats, enfin, plusieurs limites qu'on avait rencontrées en exerçant voilà, le covoiturage via des plateformes pendant plus de 10 ans. Notre intention, toujours pour rééquilibrer cette proposition de valeur, c'était de diminuer drastiquement les gênes provoqués par l'organisation du quotidien. Parce que l'organisation du quotidien, c'est quoi? C'est se mettre d'accord sur un horaire,
le tenir cet horaire, et puis voir pour le lieu de rendez-vous. On s'est dit ça, matin et soir, c'est quand même une grosse contrainte et l'idée, c'était, de le diminuer, déjà en proposant des arrêts fixes, comme ça déjà le lieu n'est pas à négocier et puis, d'être sur un usage très flexible, c'est-à-dire, soit de ne pas du tout avoir à réserver, d'être en spontané, soit de pouvoir, réserver, mais vraiment à la dernière minute et de pouvoir bouger sa réservation, mais vraiment en un tap, dans l'application. Qu'on soit d'ailleurs, conducteur ou passager, de pouvoir modifier très facilement l'horaire, auquel on avait prévu de covoiturer. Donc ça, c'est un premier point pour réduire vraiment toute la charge mentale autour de l'organisation du covoiturage. On a voulu aussi agir sur évidemment la crainte des passagers de ne pas partir ou de ne pas rentrer. En proposant une garantie, c'est-à-dire qu'effectivement, s'il y a un manque de conducteur et un conducteur qui se désiste, on envoie un taxi. Voilà, et l'utilisateur n'a rien à payer et mieux que ça, il n'a rien à faire. C'est-à-dire que nous, on pilote le service avec des gens qui regardent ce qui se passe sur les lignes et qui proactivement appellent un taxi quand ils voient qu'il y a un passager qui ne va pas avoir de conducteur. Et vraiment la notion de facilité, on veut que le covoitureur n'ait à penser à rien, quoi. C'est un peu le but. Donc ça, c'était une autre mesure. Et puis également pour le côté conducteur qui peut manquer en tout cas d'un certain gain financier pour rester dans la pratique. Parce que dans le covoiturage, en plus dans le covoiturage du quotidien, ce qui est vraiment pas pratique, c'est que à la fois les passagers ne veulent pas payer beaucoup parce que tout simplement ils comparent avec les tarifs du bus qui sont ultra subventionnés. Ils se disent moi je veux payer la même chose. Sauf que le bus, il y a 70 à 90% de la somme qui est payée par la collectivité. Mais c'est le référentiel des passagers et donc c'est ce qu'ils veulent payer. Et l'autre difficulté, c'est qu'en plus, ils le payent que s'ils prennent la voiture. Donc si vous êtes conducteur et que vous utilisez un système de covoiturage, mais que vous n'avez jamais de passagers, en fait, vous ne subissez que les contraintes et à la fin du mois, vous pouvez finir avec 10 €, quoi. Nous, ce qu'on a établi en faisant des enquêtes, voilà, c'est que en tout cas sur un trajet de 23 kilomètres, donc à peu près 46 kilomètres aller-retour dans la journée, les gens attendaient une cagnotte mensuelle. Les conducteurs étaient satisfaits s'ils touchaient minimum 40 €, voire 60 € par mois. Là, ça leur va. Donc, qu'est-ce qui se passe si on ne leur trouve pas assez de passagers et si ces passagers ne sont pas prêts à payer en gros, là, il fallait qu'ils aient leur voiture remplie tout le temps pour toucher ça. Alors bien sûr, c'est le Graal, mais bon, il ne faut pas rêver non plus, on n'arrive pas toujours à avoir des passagers dans sa voiture. Donc ce qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelle des incitatifs, sièges vides, qui récompensent en fait, les conducteurs même s'ils n'ont pas de passagers. Alors bien sûr, il suffit pas de dire: «Oui, moi j'ai voulu covoiturer», c'est associé avec aussi des preuves que le conducteur a bien fait le trajet dans des plages horaires précises. Mais on a mis ça en place qui leur permet en fait de rester dans la proposition, en tout cas de proposer leur place vide, même si ils n'ont pas de passagers ou que ça paye pas beaucoup, ils ont au moins, ce revenu-là qui les récompense quelque part de jouer le jeu de proposer leur voiture. Voilà, donc c'est les 3 services majeurs qu'on a mis, autour de ce service, Illicoff, qui est proposé via le programme C2E. Et puis bien sûr, l'idée de ligne qui est là aussi, pas seulement pour éviter on va dire la charge mentale, mais qui est là aussi pour densifier, on va dire, un flux de conducteurs et puis de passagers aussi, pour en fait favoriser ce qu'on appelle l'atteinte d'une masse critique, c'est-à-dire d'avoir suffisamment de conducteurs pour que ce soit attractif pour les passagers et puis d'avoir suffisamment de passagers pour que les conducteurs soient contents, ce qui entraîne généralement une hausse des conducteurs et des passagers. Donc c'est une boucle vertueuse. Encore faut-il réussir à l'amorcer. Donc ce concept de ligne, il était là aussi pour plus facilement avoir un nombre d'utilisateurs qui permettent de lancer le service de manière vertueuse. Je me permets juste de rebondir sur, l'un des points que tu as donné, Marie. Tu parlais, du «coût», entre guillemets, par Mmh. rapport au bus. Ce qui est intéressant, et ce qu'on a vu dans le cadre du programme à côté, c'est que, il y a une comparaison ou en tout cas, il y a un sujet avec les transports en commun.
Et que ce qui peut intéresser, alors là, pour le coup, moi, je vais me mettre côté passager, mais ce qui intéresse les passagers dans une solution de covoiturage, donc potentiellement des passagers qui avant étaient conducteurs, hein, en Mmh. autosolisme, Ouais. ce qui va les intéresser sur, la ligne de covoiturage, c'est la fréquence. C'est-à-dire que c'est la capacité à avoir une offre, plus intéressante parfois, que le bus et ça, c'est un point qui est important. C'est-à-dire que, il y a évidemment cette partie financière qui est non négligeable et qui est importante, mais quand on voit que dans certaines zones, le bus, bah, il y en a un toutes les heures ou voire plus, en fait, le covoiturage, si ça permet d'avoir, des départs plus fréquents, ça peut être Mmh. aussi une vraie source d'attractivité pour les passagers et un vrai moyen de développer la pratique, même si les éléments financiers, voilà, ne sont pas toujours, aussi intéressants qu'on le souhaiterait. Oui, alors là, tu évoques le sujet un peu on va dire des problèmes que peuvent résoudre, en particulier le covoiturage dans un écosystème de transport, public. Ça appelle beaucoup de choses en fait parce que, déjà, les territoires peuvent mettre en place des lignes de covoiturage pour 3 raisons. Soit il y a une absence totale de transport en commun, sur l'axe sur lequel on déploie la solution. Bon, bah, là, automatiquement pertinent, il y a rien et maintenant on met quelque chose. Il y a la problématique du transport en commun qui existe, mais à faible fréquence. Donc on parle de 2-3 départs le matin, espacés d'1 heure, pareil le soir. On peut bien se rendre compte à quel point c'est gênant que si on rate le bus, il faut attendre 1 heure le suivant. Dans un usage du quotidien, généralement, c'est pas possible. Donc dans ces cas-là, c'est intéressant de considérer la ligne de covoiturage parce qu'effectivement, elle peut venir compléter une grille horaire, qui mérite d'être étoffée, et à moindre coût que si la collectivité devait rajouter des bus. Voilà, on a une ligne comme ça typiquement où il y a très peu de bus et on a pu, du coup, agrémenter en fait, les horaires du bus et où en fait on se retrouve avec des gens qui ont un usage mixte, hein, qui peuvent prendre le bus un jour, un covoiturage le lendemain. Ça leur rajoute des possibilités et évidemment derrière le but c'est de baisser, l'autosolisme. En plus de donner accès, à de la mobilité à des gens qui n'en ont pas. Voilà et puis il y a une troisième, on va dire, raison pour lequel ça peut intéresser les territoires, c'est ce qu'on appelle lisser les effets de crête. C'est-à-dire vous avez un transport en commun, il est bien, il a une fréquence intéressante, hein, du point de vue enfin, du public, hein, qui le fréquente. Et puis en fait, ben, il y a certaines heures sur lesquelles, tout le monde rentre pas dans le bus. Donc là, ben, c'est pareil, renforcer avec une ligne de covoiturage pour «décharger» entre guillemets le bus, peut être plus intéressant financièrement, pour la collectivité que de rajouter un bus uniquement aux heures de pointe. Parce qu'en plus, c'est pas facile au niveau des opérations à organiser. C'est pas facile de rajouter des véhicules en fait, voilà. Donc déjà ça m'appelle un peu ces 3 choses-là sur la complémentarité avec les transports en commun et puis après, ben, c'est vrai qu'il y a un sujet très fort, hein, sur, le fait de ne pas concurrencer les transports existants. Ça, on peut complètement comprendre les territoires. Imaginez que vous ayez payé pour développer du bus et puis vous repayez sur le même axe pour développer du covoiturage. En fait, vous faites automatiquement concurrence à vous-même, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Donc du coup, les collectivités sont hyper attentives à dire: «Mais, comment, on va faire pour, ne pas subventionner sur des covoiturages sur des axes où on a déjà, subventionné le bus?» Et à un moment, il faut arrêter. Et donc là, on rentre dans des paramétrages. Alors ce qui est pratique avec le modèle de la ligne, c'est que, on peut tout à fait, moduler, les incitatifs de manière à les affiner à la fois par tranche horaire, mais aussi par origine-destination. Ça permet un paramétrage très fin de l'intervention publique, justement pour s'assurer qu'il y a pas de doublons, quoi, que ça n'a aucun sens. Et après, sur cette thématique des transports en commun, il y a aussi un angle qui est intéressant, c'est la complémentarité. Alors, c'est un peu un mot valise, hein, qu'on utilise beaucoup, mais il y a une vraie complémentarité entre le covoiturage et les transports en commun, notamment quand on est en rabattement vers une entrée d'agglo. Je me rappelle d'une ligne qu'on avait, voilà, qui est encore active aujourd'hui et qu'on avait mis en place, vers, la métropole de Grenoble, depuis le fort beau, plateau du Vercors
et qu'on rabat sur un lieu multimodal qui s'appelle le Prisme, qui à mes yeux à peu près la Rolls des lieux multimodaux, puisqu'on y trouve un tramway et plusieurs lignes de bus, dont plusieurs qui sont structurantes, hein, avec des fréquences vraiment rapprochées, parking pour voitures, parking pour vélos, enfin vraiment il y a tout là-bas. Et donc on a pris la décision de rabattre en fait la ligne de covoiturage sur ce lieu, parce que pour nous c'était vraiment parfait pour que les gens ensuite rentrent dans l'agglo en transport en commun. Et ben alors c'était drôle parce que en fait on a converti des gens au transport en commun. Déjà il y en avait plein qui étaient sur le plateau du Vercors et qui ne connaissaient pas ce lieu. Ça c'était un vrai étonnement pour moi, parce qu'il est en bas de la descente, mais comme il n'était pas sur les routes principales, en fait il y avait plein de gens qui le méconnaissaient. Une vraie surprise, quoi. Et puis surtout, il y en a qui faisaient tout en voiture, donc ils ont souscrit un abonnement de transport grâce à cette ligne de covoiturage. Donc là, c'est un effet hyper vertueux, parce qu'on ne fait pas que enlever des voitures de la route, on ramène des clients à la régie de transport. Voilà tout ce que ça m'amène comme réponse, ce sujet des transports en commun qui est assez central, hein, dans le développement du covoiturage, dès lors qu'il y a une intervention publique. Et du coup, c'est parfait, ça fait lien avec la suite. Je l'ai un peu mentionné dans l'introduction, mais on a vu ces dernières années développer un cadre réglementaire autour de la pratique du covoiturage. D'abord avec la LOM, qui a notamment permis, comme tu le disais tout à l'heure, de mettre en place des incitations financières. Est-ce que une de vous deux peut nous en dire un peu plus? Oui, alors, c'est amusant que tu parles de la LOM, parce qu'en fait, ça avait commencé avant, et c'est intéressant de voir comment, aussi, l'État est rentré dans le sujet. Parce que, dans ma mémoire, le premier événement, qui a été assez structurant, ça a été justement cette définition légale du covoiturage. Et elle est arrivée, me semble-t-il, en raison du conflit qui a opposé Uber aux taxis, au moment où Uber voulait faire Uber Pool, en s'appuyant sur le fait que, c'est du covoiturage, mais en fait, non, ça n'en était pas, puisque, justement, c'est le passager qui commandait sa destination au conducteur. Donc il me semble que c'est là que cette définition, elle a été, posée, et ça, c'était, bien avant, la LOM déjà, je me rappelle plus, mais c'était il y a au moins 5 ans, chose comme ça. Et donc après, c'est vrai que la LOM a été, assez structurante. Alors pas que pour le covoiturage, hein, c'était quand même une énorme loi sur la mobilité, dont, la mesure phare était, une reventilation des compétences. Donc pour le covoiturage en soi, c'est vrai que la LOM, je crois que ce qui était encouragé, c'était les voies réservées. Enfin, elle était pas spécifique covoiturage. Pour moi, c'est pas, la mesure qui nous a marqués, nous, en tant qu'opérateurs, si ce n'est que ça rebattait l'écart des compétences, et que, ça a quand même eu l'effet. Il faut quand même pas oublier que quand il y a une loi comme ça qui rebat l'écart des compétences, il y a quand même un moment d'inertie où les projets ne se font pas. C'est normal, les services, ils sont en train de se réorganiser, et il y a des territoires qui sont en train de prendre une nouvelle compétence mobilité, donc c'est pas du jour au lendemain qu'ils savent faire. Ça, c'est quand même à noter, parce que, voilà, faudrait pas qu'il y en ait une tous les ans, parce que sinon il y aura plus rien qui se fait, quoi. Voilà. Mais ce qui a été assez Marie, ouais? si je peux me permettre sur, la loi d'orientation, des mobilités et le covoiturage, il y a Il y effectivement avait la des partie, incitatifs. voilà, il y a effectivement la partie gouvernance qui était importante avec, la notion d'autorité organisatrice des mobilités et le fait que le covoiturage entrait dans le champ, de Mmh. compétences des AOM. Donc, les AOM, c'est, les collectivités qui ont décidé, les communautés de communes qui ont décidé de prendre cette compétence, les communautés d'agglomération ou les régions. Donc, ça, c'était un premier point, et Mmh. tu l'as dit, c'était un sujet qui a pris du temps, à Mmh. être, on va dire à être réellement, enfin voilà, opérationnalisé au sein des collectivités. Donc ça, c'est un premier point. Mais pour moi, Absolument. le second point, extrêmement important de la LOM, c'est la création du forfait mobilité durable, avec la possibilité pour les employeurs, que ce soit des employeurs publics ou privés, de contribuer financièrement à l'essor des mobilités douces et partagées, et notamment du covoiturage. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est né avec la LOM. On n'a pas forcément Mmh. de retour d'expérience sur le nombre d'employeurs qui l'ont mis effectivement en œuvre, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui a changé, qui est venu apporter du financement aussi de l'employeur vers les personnes qui décident, on va dire, de se déplacer de manière plus durable. Et puis, il y a le dernier point, hein, sur les voies réservées au covoiturage, mais qui est plutôt un sujet, aux abords des grandes Ouais, collectivités, les c'est pour les métropoles, les agglos, hein. communautés d'agglomération, et cetera. Ouais.
Ouais, même c'est vraiment les métropoles presque, hein. Mm. Alors oui, il y avait le FMD, puis il y avait aussi, je crois, quelque chose sur les incitatifs, c'est-à-dire que la force publique peut faire de l'incitatif financier sur les covoiturages. Alors sur le FMD, c'est vrai que je ne l'ai pas cité, c'est vrai qu'il n'est pas spécifique au covoiturage non plus, mais le covoiturage est dedans. Il y a le vélo, enfin tout transport, enfin trottinette électrique, etc. C'est vrai que je l'ai un peu oublié parce que il n'est pas obligatoire. Et en fait, faudrait qu'on voit où on en est aujourd'hui, mais la première année, c'était pas un franc succès en termes d'adoption des entreprises. Et on peut le comprendre d'un certain point de vue, puisque les entreprises, elles ont tout un tas d'environnements légaux à gérer et qu'en fait, quand on est une entreprise, on regarde d'abord ce qui est obligatoire, on s'occupe de le faire, c'est déjà du boulot, et ensuite, dans ce qui est facultatif, éventuellement, on va le mettre en place, mais c'est moins prioritaire. Donc ça, c'était un choix, du gouvernement de ne pas le rendre obligatoire. Parce qu'il y a la contribution au transport en commun, hein, de 50% de l'abonnement qui, elle, est obligatoire. Bon, le choix du FND, c'était non obligatoire. Voilà, c'est un choix politique, hein. Il y a eu des négociations autour de ça, mais qui font que je pense que le début a été un peu poussif. Et nous, opérateurs, on s'est dit, attendons de voir en fait l'adoption. On l'a pas vraiment vécu comme un levier important et immédiat de développement de la pratique. Bien que ce soit une excellente chose, hein. Je suis pas du tout en train de critiquer le dispositif. Je dis pourquoi dans le covoiturage, ça n'a pas forcément été déterminant. Voilà. Mais je pense qu'avec le temps, c'est de plus en plus adopté, hein. Moi, je vois dans notre entreprise, on a mis 2 ans à le mettre en place parce qu'effectivement, on était en train de traiter autre chose et puis qu'à un moment, on a le temps. Et Euh, peut-être juste pour compléter, pour les personnes qui nous écoutent et qui, sont moins dans le sujet, que moi et évidemment que toi, pourquoi est-ce qu'on parle des collectivités beaucoup, quand on parle de covoiturage? C'est parce que les collectivités, ça peut être, de vrais sponsors, en fait, du covoiturage sur les territoires et elles ont un rôle à jouer dans l'essor de ce type de mobilité. C'est pour ça que c'est important, de ah bah oui. comprendre, que quand on est une collectivité ou quand on est un habitant d'un territoire, la collectivité a un rôle à jouer dans le développement du covoiturage. Ben, en fait, ouais, et je pense que pourtant tout le monde, enfin, le sait sans le savoir. C'est-à-dire que c'est dommage finalement que ne soit pas connu du grand public, typiquement le financement des transports en commun. Si les gens peuvent prendre le bus ou le tram, etc., c'est parce que, je le disais tout à l'heure, la collectivité paye 90, 70 à 90% de la douloureuse. Mais dans le covoiturage, on a évoqué tout à l'heure les problématiques qui se posaient en termes de modèle économique et qui montrent que sans intervention publique, les opérateurs en fait ne peuvent pas trouver d'équilibre économique. Si je le traduis en mots simples, on ne peut pas payer nos salaires juste avec ce que paieraient les passagers dans le covoiturage. Donc c'est là où et c'est exactement le même mécanisme que pour le bus, par exemple. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de la force publique, c'est parce que finalement, si le prix payé par les passagers ne suffit pas à payer les salaires des gens qui travaillent chez les opérateurs, qui va intervenir si on veut qu'il y ait du service autour de ça, qu'on veut qu'il y ait de l'informatique, des outils autour de ça, c'est la force publique, comme pour les transports en commun. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Du coup, peut-être pour rester un peu sur le même thème, beaucoup plus récemment, c'était en décembre, on a vu, l'annonce du gouvernement d'un plan national, pour le covoiturage du quotidien. Quels sont les objectifs, de ce nouveau plan? Alors c'est un plan qui est intervenu dans un contexte, je dirais, de mon point de vue, il y a 2 éléments majeurs à prendre en compte. D'abord, l'explosion du prix de l'essence, du coup, qui a obligé le gouvernement, quelque part à se saisir de, comment on pourrait faire pour, que les gens puissent quand même se déplacer. Et puis, ça intervient aussi mais là, il faut s'y connaître un petit peu dans le milieu des transports, à un moment où le déploiement des transports en commun tels qu'on sait faire, c'est-à-dire tel qu'on sait faire, c'est pas compliqué, hein, c'est dès qu'on sort, je vais dire, de l'urbain, hein, où on peut retrouver une panoplie de choses, de trottinettes, de vélos, etc. Moi, je parle de l'interurbain. Ça va être le bus, enfin le car, ça va être le train, quand il y a des rails, mais on va pas en poser de nouveaux. Et puis voilà.
Et en fait, les politiques publiques d'investissement dans le car, alors le train, je vais moins en parler parce que bon, il y a une ligne où il y en a pas et ça va pas changer, si ce n'est qu'il y a des lignes qui peuvent disparaître, mais j'en vois pas de nouvelles réapparaître hein, là dans les années à venir. Et le car, on pourrait se dire, on va continuer d'investir pour développer le car, pour mailler encore plus le réseau. Mais en fait, on a atteint une limite qui est que maintenant, il y a eu un moment où quand on investissait dans les lignes de car, on gagnait des usagers, on gagnait voilà, des gens qui se reportaient sur le car pour remplacer, pour se déplacer. Mais en fait, maintenant, on est dans un moment où le maillage, on va dire, sur les flux qui sont intéressants d'un point de vue transport par car sont couverts et où en fait, rajouter des bus, ça a un coût et ça ramène pas ou très peu d'usagers. Donc, quand on est dans cette situation, ça force à trouver de nouvelles solutions. Et je pense que c'est pour ces deux raisons-là que le covoiturage a été, voilà, qu'il y a eu un coup de projecteur sur le covoiturage de la part du gouvernement et un contexte économique et puis, voilà, un contexte d'efficience des transports en commun qui est un peu à son maximum. C'est-à-dire qu'on peut toujours remettre de l'argent, mais si on gagne plus d'usagers, à quoi ça sert? Je vais peut-être, rajouter une autre, «clé de lecture» entre guillemets de ce qui s'est joué dans le plan covoiturage. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'État, l'année dernière et cette année, a beaucoup travaillé sur la sobriété énergétique, sur la réduction de nos consommations d'énergie, en lien avec le contexte, hein, qu'on a connu en 2022, au niveau de la France, mais aussi au niveau européen. Quand on regarde un peu les chiffres aujourd'hui, le transport, est, le premier poste, hein, émetteur de gaz à effet de serre. Les déplacements du quotidien, représentent quand même, une grosse part des consommations d'énergie et du coup, agir sur, les trajets individuels, essayer d'inciter au maximum à covoiturer, c'est aussi une manière de réduire les consommations d'énergie. C'est aussi une manière de venir, inscrire de manière plus durable certaines pratiques de sobriété et du coup, le plan de covoiturage, il est aussi arrivé à ce moment-là, d'un point de vue énergétique, hein, pour venir réduire les consommations d'énergie et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a eu des aides qui ont été mises en place, notamment par le biais des certificats d'économie d'énergie pour inciter, à réduire les consommations d'énergie liées aux déplacements du quotidien et évidemment, il y a un énorme enjeu sur les mobilités, sur le fait de, voilà, d'avoir des transports efficaces mais je pense vraiment qu'il y avait un sujet, énergie, autour du plan covoiturage et qui était un sujet important, qui était majeur. Le plan covoiturage, il a été, publié en même temps que d'autres actions majeures sur l'énergie et c'est vrai que, voilà, penser, au fait que prendre la voiture, à plusieurs, c'est, laisser des voitures entre guillemets «au parking», voire se séparer de certaines voitures, avoir moins de véhicules, c'est un aspect majeur, pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, nos consommations d'énergie dans la durée et c'est probablement, l'un des grands éléments qui a poussé à développer toutes ces aides, tous ces incitatifs pour le covoiturage. Et du coup, on parle donc de ce coup de projecteur du plan de covoiturage, sur la pratique, mais concrètement, il y a quand même des mesures qui ont été annoncées. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner quelques exemples, celles qui sont les plus pertinentes? Alors pertinente, je ne sais pas, mais enfin, pertinente pour moi, il y a une question de résultat et comme on en est au début, je vais me garder d'un quelconque jugement. Franchement, ça se mesure. Il y a eu, déjà la mesure du fonds vert. C'est-à-dire que le gouvernement avait ce fonds vert, hein, qui avait été par contre, décidé avant et a décidé qu'il y a une partie, de ce fonds vert, qui soit redirigée vers, des projets de covoiturage, voilà, pour financer des incitatifs, pour financer des lignes de covoiturage, enfin, voilà. Donc quand je dis financer, c'est pas aux opérateurs, hein, c'est aux collectivités qui mettent en place un projet de covoiturage, voilà, qui ont un projet politique de massifier, enfin, ou d'aider au covoiturage. Il y a eu ça, il y a eu, la prime covoiturage, elle faisait partie de ce plan-là, si je ne me trompe pas. Donc c'est une prime de 100 € que peuvent toucher, les conducteurs, qui covoiturent. Voilà, après il y a une liste voilà, de critères que je ne vais pas, non plus détailler ici, mais il y a en tout cas 2 primes qu'on peut cumuler. Une de 100 € quand on covoiture sur du dit longue distance, c'est-à-dire plus de 80 kilomètres
et une prime qu'on peut toucher en plus, 200 € sur les trajets de moins de 80 kilomètres, étant entendu que cette prime, on ne la touche qu'une fois. Elle est un petit peu distincte, de la mesure dont j'ai parlé avant parce que là, les fonds viennent pas du fonds vert, les fonds viennent des certificats d'économie d'énergie. Donc si je simplifie, c'est, Engie, Total et cetera qui paient, cette prime, qui est versée, aux conducteurs. C'est important de le souligner parce que, nous, du coup, on a joué le jeu, hein, on est distributeur de cette prime et en fait, à l'assistance, on a eu des gens qui étaient vent debout en disant: «Mais, c'est de l'argent public, c'est honteux de le dépenser comme ça». Non, c'est pas de l'argent public. Voilà, c'est de l'argent, de privé, voilà, que sont, les sociétés, qui distribuent, de l'énergie, et donc qui de toute façon, enfin, c'est réglementaire, elles doivent financer des projets, qui permettent d'économiser de l'énergie. Cet argent, il vient de là. Donc ça, c'est toujours un truc à dire, je trouve, parce que, ça a pas été entendu comme ça. Je vais juste revenir sur, la prime covoiturage, c'est vrai que c'est un peu compliqué parfois de, savoir, «d'où viennent les fonds» entre guillemets, parce qu'en général, on annonce des aides et ce qui est intéressant, bah, à la fin, c'est l'aide qu'on va toucher, c'est pas forcément, d'où elle provient. Et c'est vrai que la grande différence entre, le fonds vert, et la prime C2E covoiturage, c'est que dans un cas, c'est un fonds public et dans l'autre, c'est, des certificats d'économie d'énergie et donc, en effet de l'argent privé, hein, qui est lié à une réglementation, qui maintenant a plus de 15 ans et qui, est là pour inciter à faire des économies d'énergie. Donc par rapport à ce que je disais tout à l'heure, qui est vraiment là pour, permettre de réduire dans la durée les consommations d'énergie, notamment par le biais du covoiturage, mais qui, ne s'arrête évidemment pas à ce sujet-là. Bah, du coup, on va peut-être pas rentrer dans le détail de cette prime covoiturage, si ça intéresse, nos auditeurs, on leur mettra dans les ressources de l'épisode, peut-être des liens vers des articles qui en parlent, notamment sur, comment ça fonctionne et comment, le mobiliser pour, les conducteurs. Je sais pas si vous voulez, ajouter quelque chose l'une ou l'autre, pour conclure peut-être? Je pense qu'il y a peut-être une actualité en ce moment, je ne sais pas si, voilà, c'est pertinent de développer. Il y a eu beaucoup de bruit autour de fraude au covoiturage ces temps-ci. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. C'est un sujet qui moi, m'intéresse en fait, beaucoup, parce que, derrière ça, il y a des causes et il y a des conséquences, qui sont pas forcément, connues, ni des particuliers. Bon ça, j'ai envie de dire, on est dans la sphère des investissements publics, donc des fois on peut être un peu loin, mais des collectivités aussi. Donc je sais pas si, voilà, on peut en parler, 5 On minutes? peut en parler, Marie, bien sûr, il y a pas de problème, c'est un podcast, c'est libre. OK. Donc cette prime, cette fraude, voilà, avec des articles qui sont, parus, voilà, sur, je crois en lien avec Rouen Métropole. Et voilà, il y a des journalistes qui ont fait toute une enquête et qui se sont aperçus que, il y avait des personnes qui organisaient des faux covoiturages pour toucher des incitatifs, cette fois directement issus des finances publiques, parce que c'était des incitatifs mis en place par, l'agglo. Et moi voilà, j'aurais plusieurs choses à dire autour de ça. La première, c'est que, c'est tout à fait dommage parce que en fait, le message qu'ont pu entendre les territoires, c'est: «Ah bah, dès que je mets de l'incitatif, il peut y avoir de la fraude et donc bah, mon argent, ne sert pas, enfin en tout cas n'a pas la destination que je voulais lui donner». Mais ça, c'est possible parce que c'est un certain modèle économique et donc il y a certains modèles qui ne sont pas touchés. Le covoiturage tel que Klaxit propose de le développer, je vais le préciser un petit peu, c'est que le passager ne paye rien, que le covoiturage soit gratuit pour le passager ou quasi gratuit et que le conducteur reçoive quand même une indemnité. C'est là où, dans ce modèle-là, une triche possible, c'est d'avoir 2 téléphones dans la voiture et puis de récolter les 2 € alors qu'on n'a pas covoituré. C'est une fraude qui serait, par exemple, impossible avec un modèle où, le passager paye le montant que reçoit le conducteur. Si le passager paye 2 €, le conducteur reçoit 2 €, vous imaginez bien qu'il y a aucun intérêt à tricher, enfin je veux dire le solde sera nul quoi. Donc il y a des territoires qui ont fait le choix de garder le covoiturage payant parce que, voilà, c'est des orientations politiques où tout a un coût et donc on fait quand même contribuer le covoitureur et je voudrais rappeler que dans cette configuration, cette fraude n'est pas possible.
Parce qu'en fait, c'est très dommage que tout le bruit qu'il y a eu autour de cette affaire entache, on va dire, de manière générale, peut remettre en cause l'intervention publique dans le covoiturage, sur les incitatifs. Or, en fait, c'est dans certaines manières de déployer qu'on peut se retrouver avec cette problématique, mais pas dans toutes. Donc ça, c'est une première chose, sur laquelle, je peux, parler. Et ensuite, effectivement, hem il est évident que dès lors qu'on met des incitatifs financiers et qui sont liés à des preuves de trajets qui ont été effectués comme ça introduit clairement une problématique, sur le contrôle de la fraude et qui est vraiment pas simple à traiter. Parce que là, on parle de comment détecter des gens qui, en fait, ont pris un bus au lieu de prendre un covoiturage, sachant que ça roule, qu'on est à côté, enfin, c'est pareil, quoi. D'un point de vue, trajet et vitesse du trajet. Il y a des gens qui vont pouvoir le faire en vélo, si on a un vélo électrique, ça marche aussi, de téléphone, enfin vraiment c'est compliqué. Voilà, c'est un modèle qui a été, beaucoup, beaucoup poussé par les opérateurs, parce que voilà, chaque opérateur a sa vision et que, la vision de certains, c'était que c'est comme ça qu'on allait massifier, c'est en le rendant gratuit pour les passagers et payer les conducteurs quand même. C'est un parti pris, qui du coup, a amené à cette, on va dire cette actualité et qui amène aussi, ce sujet du contrôle antifraude qui peut du coup prendre beaucoup de place. Donc voilà, je veux rappeler aussi que, on peut, être une collectivité, intervenir en faveur du covoiturage et ne pas se retrouver avec cette problématique-là parce qu'on a fait un autre choix. Très clair. Moi, je vais compléter et puis on va peut-être, finir, mais sur la partie collectivité, moi, ce que je voulais dire, c'est que, dans le cadre du programme à côté, on a quand même, accompagné, un bon nombre de collectivités à déjà, mieux connaître, les différentes solutions de covoiturage du quotidien qui existent. Parce que, là, on a parlé de lignes de covoiturage, mais c'est pas la seule solution qui existe. Donc on a pris du temps pour informer, sensibiliser sur le covoiturage du quotidien et puis on a aidé des collectivités à co-construire et expérimenter des lignes de covoiturage. Le programme va, arriver progressivement à sa fin, va arriver à son terme. Il y a encore, certaines collectivités qui en bénéficient, donc déjà c'est toujours, possible. Là, c'est la dernière ligne droite et C'est ensuite, toujours ouvert, dernière ligne droite, ouais, parce qu'après, c'est sûr que ce sera la fin de programme et elles pourront plus bénéficier de la subvention. Mmh. exactement, c'est ça que je voulais dire et voilà, dire aussi que, on est en train de travailler pour, structurer les retours d'expérience qu'on a eus dans le cadre du programme, qu'on publiera d'ici la fin de l'année, 2023, un livre blanc avec l'ensemble des apprentissages, sur le covoiturage et que ce livre blanc, il pourra être mis, probablement ultérieurement, dans les ressources de l'épisode pour venir compléter, ce qu'on dit là aujourd'hui sur le covoiturage, d'un point de vue vraiment, collectivité, organisation du covoiturage, incitation à covoiturer et développement de la pratique sur le territoire. Eh ben, merci à toutes les 2. Comme vous l'avez dit, on mettra dans le descriptif de l'épisode, des ressources sur, tous les sujets qu'on a abordés, le plan covoiturage, le programme à côté, et puis, du coup, à la fin de l'année, le livre blanc quand, il aura, le mérite d'exister. On va arriver à la fin de ce podcast. En tout cas, merci à toutes les 2 d'avoir accepté notre invitation, pour parler covoiturage. Merci. Tout le plaisir était pour nous, merci beaucoup. Bonne route! Bonne route. Nous l'avons compris grâce à l'intervention de nos 2 expertes, le gouvernement se mobilise pour accélérer le développement du covoiturage à travers des incitations à la fois destinées aux collectivités territoriales et aux usagers. L'objectif, atteindre 3 millions de trajets quotidiens à l'horizon 2027 et ainsi ancrer le covoiturage comme une réelle solution de mobilité durable du quotidien au sein des territoires. Comme mentionné précédemment, si vous souhaitez en savoir plus sur le programme C2E à côté ou sur le bonus covoiturage, n'hésitez pas à contacter directement la Rouverte ou Certinergie et Solutions grâce aux coordonnées qui sont présentes dans les ressources de cet épisode. On touche au bout de cet épisode qui était un petit peu plus long que d'habitude. N'hésitez pas à nous dire si cela vous a plu en nous laissant une note sur votre plateforme d'écoute. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Préparons demain qui sera dédié à l'énergie solaire. Si vous souhaitez en savoir plus ou écouter nos autres podcasts, rendez-vous sur certinergie.com. Tous ensemble, préparons demain.